ce webinaire qui va se focaliser essentiellement sur la lutte contre l'onchocercose au Sénégal. Avant que nous puissions aller dans le vif du sujet, je m'en vais d'abord vous souhaiter la bienvenue et partager avec vous quelques annonces. Cette réunion est enregistrée et nous osons croire que vous avez donné votre consentement. Deuxièmement, il y a l'interprétation qui est disponible pour permettre à tous de se sentir à l'aise en suivant cette réunion. Nous allons offrir l'interprétation du français à l'anglais, de l'anglais au français et aussi du français au portugais. Et pour aujourd'hui, nous aurons la présentation du Sénégal. Nous avons aussi les délégués de 3 partenaires techniques et financiers qui ont appuyé le Sénégal depuis la lutte contre l'onchocercose. Nous aurons aussi l'intervention des délégués de pays voisins, entre autres la Guinée-Bissau, le Mali, ainsi que la Guinée. Donc, sans plus tarder, je m'en vais demander rapidement à Nadia, si possible, à la technique, de nous balancer brièvement l'ordre du jour, pendant que la technique est aussi en train de se préparer pour nous balancer la vidéo du Dr Ngayo, le coordonnateur en charge de l'onchocercose et de la filariose lymphatique au Sénégal. Donc, comme vous le voyez sur votre écran, Dr Ngayo aussi, qui est coordonnateur du Programme national d'élimination de la filariose lymphatique et de l'onchocercose au ministère de la Santé du Sénégal, va présenter sur le progrès du Sénégal vers les objectifs de la feuille de route MTN 2030 pour l'onchocercose. Et sa présentation durera 40 minutes. Ensuite, nous allons placer à la deuxième plage qui va se focaliser essentiellement sur les perspectives des partenaires du Sénégal dans la lutte contre l'onchocercose. Nous aurons un délégué de Enfant, à la personne du professeur Daniel Boitier. Nous aurons Achille Caboret, directeur technique au projet Act2End NTD West, FHI 360. Et nous aurons aussi Dr Maoufal, représentant pays des RTI. Après quelques mots de partenaires techniques et financiers, nous passerons aux commentaires de panélistes du pays voisin. La Guinée sera représentée par le Dr Diallo Nkure, qui est coordonnateur national du programme. Il sera suivi par Gustavo Majumba, qui est directeur du département des maladies transmissibles et non transmissibles au ministère de la Santé publique de la Guinée-Bissau. Et enfin, Dr Yacouba Sangaré, coordonnateur du Programme national de lutte contre l'onchocercose au Mali, va clôturer cette plage qui durera 15 minutes. Après ces présentations, nous passerons à une étape de la discussion. Si vous avez une question, veuillez soulever votre main et nous allons vous donner la parole. Et la discussion durera pratiquement 10 minutes, de 15h15 à 15h25. Et après, nous allons repasser la parole à Dr Ngayo pour quelques mots de conclusion et de prochaines étapes. Donc, voici de façon générale l'agenda de ce webinaire qui va porter essentiellement sur la lutte contre l'onchocercose au Sénégal. Sans plus tarder, je vais demander à la technique de nous balancer l'enregistrement de la présentation du Dr Ngayo. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir aujourd'hui de présenter les progrès du Sénégal vers l'élimination de l'onchocercose. Je propose un plan de présentation, d'abord une introduction de notre exposé, historique de la lutte contre l'onchocercose au Sénégal, les évaluations entomologiques et épidémiologiques, la surveillance post-traitement, les considérations transfrontalières, les défis et perspectives, et terminer par une conclusion de notre exposé. Le Sénégal
Par une population totale en 2022, il y a besoin pour moins de 18 millions d'habitants. Le pays est constitué de 79 districts, dont 8 districts endémiques à l'onchocercose et situés dans 3 régions différentes, notamment la région de Tambacounda, la région de Kolda et la région de Kédougou. Il est important de noter que ces 8 districts endémiques à l'onchocercose sont également endémiques à la fièvre lymphatique. Nous avons donc une co-endémité au niveau du district onchocercien du Sénégal. La situation de base, la cartographie de base a été réalisée dans la fourchette 1985-1988 et vous remarquerez dans cette carte, nous avons un gradient de l'endémicité qui diminue au fur et à mesure que nous déplacions du nord-est vers le sud-est et également dans la partie sud vers le sud-est du pays. Nous avons également évalué les points de capture de base en 1990 au niveau des 2 bassins de la Falémé et de la Gambie. Je voudrais, Madame, Messieurs, partager avec vous les stratégies de traitement qui ont été effectuées au Sénégal. Donc, déjà, vous remarquez que la lutte contre l'onchocercose a commencé en 1988 et achevée en 2022. Plus de 34 ans d'activité consacrée à la lutte contre l'onchocercose. La fourchette 1989 concerne la lutte antibactérielle par épandage d'insecticides. De 1988 à 1994, il y a eu des campagnes de distribution de masse à base d'ivermectine avec des épées mobiles qui quittaient le niveau central pour se mouvoir au niveau des zones de traitement. Cette approche a évolué avec l'appropriation de la communauté, au moins à moitié, par le principe de traitement à l'ivermectine à base communautaire, de DIBC. De 1988 à 2006, il y a eu le TIDC, le traitement à l'ivermectine sous traitement communautaire, où la communauté s'est appropriée et a eu des dévolutions par rapport à cette activité. En 2007, il y a eu l'introduction du traitement de la fièvre lymphatique et qui fait que la distribution de masse de médicaments a été intégrée avec l'ivermectine, l'albendazole et le praziquantel en ce qui concerne les cytosobiases. La lutte antivectorielle n'est pas une option qui a été retenue par le Sénégal pour la lutte contre l'onchocercose. Elle a été effectuée qu'en 1988 et en 1989, respectivement dans le bassin de la Falémé et de la Gambie. Nous avons eu à avoir le témoignage des anciens de ex-EPT qui ont signifié que ce traitement s'effectuait avec les avions des aéronefs qui quittaient la Côte d'Ivoire pour se rendre au Sénégal pour faire l'épandage des insecticides dans des zones ciblées, dans des zones endémiques de l'onchocercose. Nous partageons avec vous les résultats de l'évolution du traitement de l'ivermectine dans les 2 bassins de 1988 à 2006. Ce qu'il faut retenir dans cette diapo, le traitement a été progressif. En 1988 jusqu'à 2006, il y a eu l'enrôlement progressif des villages. Ce qui est également intéressant de retenir ici, le premier traitement a concerné les villages de première ligne. Ils sont à côté des sources de protection des vecteurs. Et c'est à partir de 1992 que tous les villages onchocerciens endémiques ont été concernés par le traitement de masse.
Ce traitement s'est effectué jusqu'en 2006. Les couvertures thérapeutiques de village traités, comme vous le constatez dans cette diapo, ont évolué en termes de qualitatif autour des années. Cette diapo représente une courbe qui donne un peu la situation similaire entre les deux bassins en titre comparatif. Nous avons également voulu présenter les résultats de traitement de l'ivermectine dans les 3 régions endémiques, précisément au niveau des districts endémiques au niveau des régions. Retenez que pour la région de Kétougou, tous les 3 districts sont endémiques à Sousse. Le traitement, en plus, a commencé en 2007 avec l'albendazole pour la fatigue, également le présicantel pour les schistosomiases. Remarquez, il y a des zones, des périodes, j'allais dire les périodes 2010, 2011 jusqu'à 2014, c'est donné. Il faut juste retenir qu'en 2010 et 2011, il y a effectivement des campagnes de traitement de masse, mais les données n'ont pas été reçues par les acteurs sanitaires dues à un mouvement d'humeur. Les autres années sont dues à les évaluations du programme. Tambacounda, vous avez mis les mêmes tendances, mais à ce niveau, je vous ai juste précisé. Agent Tambacounda est constitué de 7 districts et il n'y a que 4 qui sont endémiques à l'onchocercose. En concernant la région de Kolda, vous avez un district endémique à 3 qui constituent la région de Kolda. Là également, il y a des années 2010 et 2011 qui ont fait l'objet du mouvement d'humeur, comme je disais tantôt, des acteurs de la santé, de 2012 qui ont été à l'objet des évaluations, notamment quand on est dans les régions. Je voudrais, Madame, Monsieur, partager avec vous les résultats d'évaluation épidémiologique par la mycophilarémie 15 ans et 16 ans après le traitement dans les 2 bassins, 2003 et 2004, par rapport au début des traitements l'année 1988. Remarquez dans cette diapo dont j'ai déjà, après 16 ans dans le bassin de la Gambie et 15 ans dans le bassin de la Falémé, la transmission n'a pas été décelée. Il est très faible, voire nul, dans les 2 bassins. Au niveau du Sénégal, qui a été fait même avec le Mali, les zones expérimentales ont été circonscrites dans les 2 bassins pour mener des évaluations, précisément des évaluations post-cessation. Des projets, des phases, différentes phases qui constituent à arrêter le traitement pendant une période donnée, 2 ans, 3 ans, et revenir faire l'évaluation. Et dans le cas d'espèce, pour un concernant le bassin de la Falémé, l'évaluation a été faite en 2008. Alors, dans ce diapo, nous pouvons souligner que l'analyse intégrer des données post-cessation des traitements dans toute la zone du projet, dans la zone expérimentale de la Falémé, courbe en rouge, n'a pas mis en évidence une reprise de la transmission. Et le taux d'infectivité varie de 0 à 0,12 pour mille. Donc, en descend du seuil requis de l'OMS. Les mêmes tendances sont observées au niveau de la Gambie en 2008. Là également, aucune reprise de la transmission n'a été notée. Et mieux, le taux d'effectivité des mouches est nul par rapport au seuil requis qui est de 0,5 pour mille. Dans le même cas, la même approche, la même étude qui a été faite en 2009 dans les 2 bassins. Cette fois-ci, il suffit de prendre d'autres zones
pour lesquels est comparé les périodes d'évaluation. Il y a eu des périodes d'évaluation dans la phase 3. J'appelle que les deux phases, les phases 1 et phase 2. Dans la phase 3, il y a des zones, des villages qui ont fait l'objet d'arrêt pendant 1 an et demi, qui ont été évalués. D'autres qui ont fait arrêt pendant 5 ans, qui ont été évalués après l'arrêt, 5 ans après l'arrêt de traitement. Nous avons voulu comparer les deux périodes d'arrêt et nous constatons que les mêmes résultats obtenus pendant ces deux périodes. Et ceci est également fait au niveau du bassin de la Gambie. Pendant plus d'une année, moins de 2 ans et 4 ans après le traitement, les résultats sont les mêmes. Autrement dit, la prévalence est nulle. Pourtant également, en dehors de ces zones expérimentales, nous avons mené des évaluations entomologiques de 2006 à 2009 dans d'autres zones. Je rappelle, parallèlement au traitement de masse dans des zones endémiques, chaque année, on procédait à des évaluations entomologiques et épidémiologiques. Et vous constaterez que par rapport au seuil des 0,1000, aucun, au niveau des bassins, n'a atteint le seuil requis par rapport à l'effectivité des mouches. Nous constatons, Madame, Monsieur, que la situation du Sénégal, déjà en 2009, montrait cette très favorable et que le contrôle de la maladie a été effectif. Il y a lieu de réfléchir par rapport à l'objectif de la lutte contre l'onchocercose. Si à ce niveau, il y a eu des changements de paradigme. Nous avons passé du contrôle à l'élimination. Par rapport à ce processus, nous avons effectué en 2014 et en 2015 des évaluations entomologiques pour voir un peu la situation par rapport à 2009. Je rappelle qu'en 2010, déjà, APOC avait partagé un cadre conceptuel par rapport aux critères d'arrêt de traitement, aux critères d'évaluation de la transmission, critères d'évaluation de l'interruption de la transmission. Et vous remarquez, les résultats en 2014 montrent déjà, ont confirmé les tendances antérieures, notamment en ce qui concerne le taux d'effectivité. Dans le même processus, nous avons retenu de revisiter les sites, de faire la cartographie, de revisiter des sites de production de semences. En 2017, déjà, nous avons, en 2018, dans Bouvant, nous avons, pendant la saison sèche, en mars, déjà allé faire la situation des sites. Nous sommes retournés en juillet 2018, pendant la saison de pluie, pour la confirmation des points productifs. Retenez tout simplement que 17 sites productifs ont été retenus pour la suite des enquêtes entomologiques. La carte matérialise les résultats des prospections, en tout cas des enquêtes qui ont été faites sur le terrain en 2014 et en 2015. Dans le cadre du processus d'élimination, nous avons également réfléchi par rapport à la cartographie d'élimination de l'onchocercose. Nous avons voulu savoir quelle est la situation au niveau des zones qui jouxtent ces aires endémiques, ces districts endémiques, notamment au sein de la même région, la région de Tambacounda, notamment le district de Bakel, le district de Makakoulibanda et de Kopieto. Nous avons donc effectué des sorties au niveau de ces zones pour voir la situation, si elle a changé ou elle est maintenue par rapport à l'année de cartographie de base en 1988. Le même exercice a été réalisé également dans le milieu des refoulats frontaliers du district endémique de Veliga.
Juste quelques illustrations par rapport à cette enquête de l'élimination. Vous constatez donc tout à fait la carte des états des plans d'eau calmes avec des mauvaises herbes. C'est dans le Makakoulibantan, dans le côté de Bakel avec le fleuve de la Falémé avec son dépliant. Et vous remarquez également que là, les conditions ne sont pas réunies pour faire retrouver des semis dans ces conditions favorables. Nous pouvons retenir valablement que le biotope n'est pas favorable au développement de semis. Évidemment, c'est le fait que nous n'avons pas fait des collectes d'échantillons de champs séchés de TPS pour, en tout cas, la catégorie d'élimination de l'onchocercose. Je voudrais, Madame Michel, partager avec vous les résultats d'évaluation entomologique réalisés en 2018 et en 2019 dans les bassins de la Falémé et de la Gambie. Vous remarquez, en 2018, le taux d'effectivité est inférieur à 0,5 pour 1000, inférieur au seuil de 0,5 pour 1000. Mais nous remarquons quand même au niveau de la Gambie que l'intervalle, la partie supérieure de l'intervalle est presque égale à 0,5. Nous avons soumis au comité d'experts les résultats 2018. La forte recommandation qui a été faite était de reprendre les enquêtes en plus en 2019 pour vérifier par rapport à cette situation. C'est dans ce sens que nous avons mené les enquêtes en 2019 dans les mêmes zones, dans la Falémé et Gambie. Et par rapport au taux d'effectivité, nous remarquons que le taux d'effectivité est largement inférieur au seuil de 0,5 pour 1000. Et ils sont dans les limites de l'intervalle requis, de confiance requise. Nous pouvons valablement donc constater qu'il n'y a pas eu de transmission de simulés de façon générale dans ces zones pendant ces 2 ans. Dans le cadre des lignes directrices de 2017, pour justifier l'arrêt justifier l'interruption de la transmission, il est requis, en tout cas, par rapport à cette nouvelle directive, de faire des évaluations épidémiologiques. Et dans ce sens que nous avons mené dans 79 villages, précisément 37 et 42 villages, respectivement dans la Falémé et la Gambie, nous avons également mené des enquêtes épidémiologiques sur 6277 enfants de 5 à 9 ans. Et je voudrais également remarquer, encore préciser, que nous avons utilisé le TDR OVC IG4 et également la sérologie OVC d'ELISA de l'onchocercose. Toutes ces analyses ont été faites dans le laboratoire de femmes du Sénégal, le service de lutte antiparasitaire, le SLAP de Thiès, qui appartient à la lutte contre la maladie. Et vous constatez avec moi qu'aucun enfant du Sénégal est positif, donc il n'y a pas eu de transmission chez les enfants de 5 à 9 ans. C'est dans cette perspective que nous avons organisé une réunion de restitution au comité d'experts par rapport à le processus, par rapport à nos résultats, pour statuer sur l'interruption ou non de la transmission de l'onchocercose au Sénégal. Cette rencontre a été
le 6 et 7 octobre 2022, précisément à Saly, Portugal, au Sénégal. Au vu des données obtenues lors des évaluations hydrologiques en 2018 et 2019, on est dans les deux bassins, fluviaux de la Gambie et de la Falémé, et les résultats de TDR OV16 et de ELISA OV16 enregistrés respectivement en 2020 et en 2022. La transmission de l'oncocerca volvulus passionnel dans un sens large est probablement interrompue. Ces résultats ont permis l'arrêt de traitement de masse de l'oncocercose au Sénégal selon les recommandations du comité d'experts. Et dans cette perspective, le Sénégal, nous envisageons, hors de ce constat, de cette situation, nous envisageons donc, suite à la recommandation du comité d'experts, le Sénégal a arrêté le traitement de l'oncocercose en janvier 2023, notamment au début de la surveillance post-traitement 2023, qui va s'étaler sur 3 ans jusqu'à 5 ans, j'allais dire jusqu'à 2027. L'enquête d'évaluation hydrologique post-arrêt traitement est prévue par le programme en janvier 2026. Le mouvement régulier des populations transfrontalières et la migration des vecteurs requièrent une attention particulière. J'avais signalé dans les diapos précédentes qu'il y a eu des points chauds au niveau de la frontière, et par rapport à cela, nous devons être très attentifs par rapport à cette situation. C'est à cet effet que le Sénégal a opté pour une surveillance entomologique annuelle de 2023 à 2025 au niveau des points chauds et des frontières, ce qui sans doute permettra de détecter précocement et nous qui sommes censés agir en conséquence. Je voulais juste montrer à travers cette carte, faire un aperçu des sites des pays limitrophes de la zone endémique au Sénégal. Donc, dans la partie endémique donc, orange du Sénégal, vous avez donc au nord-est le Mali, avec des sites qui sont transfrontaliers du Sénégal. Vous avez au sud, tout à fait au sud-est, également la République de Guinée-Conakry, également la Guinée-Bissau, tout à fait au sud, qui jouxte le district de Vélingara dans la région de Kolda. Je voudrais partager par rapport à cette situation transfrontalière la situation de la transmission qui se pose au Sénégal par rapport aux pays limitrophes. Comme je l'ai dit tantôt, l'interruption de la transmission de l'onchocercose a été effective au niveau du pays globalement, donc la transmission est interrompue. Il demeure qu'il y ait des points chauds. Il faudra donc au niveau des pays frontaliers, pour chaque district endémique, selon donc le bassin de la fluviale, discuter avec les pays pour voir les approches les plus appropriées pour qu'on puisse accompagner l'élimination de la maladie dans nos zones respectives. Je voudrais juste, par rapport à cette situation, partager avec vous la distribution spatiale, j'allais dire la situation spatiale au niveau des frontières par rapport aux études réalisées en 2018 et en 2019. En ce qui concerne l'année 2018, vous avez donc Moussala, tout à fait au nord, qui est à la frontière avec le Mali, et vous avez Jacques Ripon, également, qui est en frontière, qui Jacques Ripon et également Dar Salam, qui sont les frontières, surtout Dar Salam, qui est en frontière avec la Guinée-Conakry. Cette situation est valable en 2019 où nous avons remarqué également
qu'il y a Darussalam également, Yamoussa, qui ont des taux d'effectivité à la limite du seuil de 0,5 promille. Mais il est important ici de remarquer quand même, par rapport à la zone du Mali, le point Yamoussa, le gars de Yamoussa, a présenté, en tout cas enregistré un taux d'effectivité largement inférieur au seuil de 0,5, contrairement à la situation qui peut l'aurait en 2018. Concernant les considérations transfrontalières, le Sénégal n'a pas attendu, en tout cas, la résolution, la décision finale de confirmation de la transmission de ces causes pour anticiper ces aspects transfrontaliers. Déjà en décembre 2019, nous avons réuni à Saly tous les pays frontaliers pour discuter de la situation transfrontalière. Nous avons également réuni lors de la deuxième réunion du comité d'experts pour l'élimination au Sénégal, à Dakar, en juin 2021, tous les pays limitrophes pour discuter également de cette problématique. Nous avons également tenu une autre réunion des parties prenantes sur le traitement alternatif à Saly Sénégal. Je voudrais juste à cet aspect remarquer que par rapport à cette réunion, c'était par rapport à une éventualité où nous n'aurions pas pu, en tout cas, prouver, selon les critères de l'OMS, l'intuition de la transmission. On avait donc anticipé par rapport à cette situation, mais dans tout cas de cause, la situation intertransférienne a été bien discutée pendant cette rencontre. Évidemment, l'autre rencontre, c'est la réunion du comité d'experts à Saly en octobre 2022, réunion pendant laquelle nous avons soumis au comité les preuves évidentes de l'interruption de la transmission au Sénégal. Évidemment, il y a toujours des défis, des challenges à relever. Les deux principaux défis par rapport à les activités transfrontalières, c'est surtout la mise en place d'un cadre de concertation, convention interpays qui va procéder à une analyse approfondie et dégager un plan d'action à mener dans le cadre de la vérification. L'autre défi fondamental, c'est l'élaboration d'un plan d'action synergique entre les pays frontaliers et fait des études pour vérifier la migration des vecteurs et des personnes. D'autres défis sont nécessaires également par rapport au dossier d'élimination de l'oxyde au Sénégal, notamment la mise à jour chez nous de recueil d'autres cartes, certainement qui sont au niveau, qui ont été réalisées pendant les périodes OCP, APOC, ESPEN et d'autres partenaires qui ont eu à travailler sur l'oxyde au Sénégal. Mais également important de faire une carte d'écoute, notamment hydrographique au niveau des deux bassins de transmission, notamment en ce qui concerne la Falémé, ses affluents et défluents, mais également au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau et Guinée-Bissau. À ce titre, nous avons remarqué, en tout cas pendant nos prospections entomologiques, vers les mois de novembre, début décembre, la partie sénégalaise, en tout cas, s'est achachée au moment où, dans l'autre pays, en Guinée-Bissau, les eaux sont encore animées et que certainement la production de simulés est effective. Nous avons également envisagé très rapidement d'intégrer un plan post-arrêtement dans le système national de surveillance de la maladie. Mais un point très important par rapport à la durabilité, nous avons également demandé au financement domestique, en tout cas pour les États en particulier, à partir des fonds de renforcement du système, et ce catalytique dans le cadre du Fonds mondial. La mise en place d'une surveillance intégrée dans le cadre de la gestion transfrontalière est très importante. Et ça va permettre d'identifier des interventions transfrontalières appropriées, pragmatiques entre la Guinée, le Mali, la Guinée-Bissau.
Évidemment, l'accompagnement des partenaires financiers et techniques dans la gestion frontale d'élimination est plus que nécessaire, voire indispensable. Par rapport à les perspectives du programme national d'élimination d'affaires et de l'onchocercose du Sénégal dans les 3 prochaines années, 2023-2026, c'est l'enrôlement d'un consultant pour en appuyer la gestion du dossier. Les thèmes de référence sont réalisés, effectués et publiés là où se doit pour permettre en tout cas aux candidats de postuler. Et parce que cette priorité est essentielle pour nous pour pouvoir commencer la gestion du dossier d'élimination eu égard les résultats positifs obtenus. Nous envisageons, comme je l'ai dit dans le diapo précédent, l'organisation de la séance anthologique de 2023 à 2026, eu égard à des considérations transfrontalières, notamment les points chauds au niveau frontalier, mais surtout, comme je l'ai dit tantôt, précisé, ça nous permettrait de déceler précocement toute recrudescence de la maladie et agir en conséquence. Il est important le renforcement des capacités, notamment des acteurs opérationnels et former des techniciens laboratoires en entomologie de l'onchocercose. Mesdames, Messieurs, je voudrais partager avec vous la conclusion par rapport à notre présentation du processus d'élimination de l'onchocercose au Sénégal. Nous avons d'ores et déjà retenu la lutte contre l'onchocercose se déroule au Sénégal depuis 1988, avec la stratégie de distribution en masse de l'ivermectine à toutes les populations victimes exposées à l'endémie. Conformément à la feuille de route de l'OMS 2021-2030, le Sénégal s'est lancé dans une dynamique d'élimination de l'onchocercose comme décliné dans le nouveau plan stratégique de lutte contre les MTN 2022-2025. Nous avons réalisé ces importants progrès avec l'appui constant et soutenu des partenaires techniques et financiers, notamment l'OMS à travers le CP, à travers l'APOC, à travers ESPEN, la MDP, USAID FHI 360, RTI Envision et ENFON. Le résultat des interventions majeures ont confirmé l'interruption de la transmission de l'onchocercose au Sénégal dans les 2 bassins du pays. Le défi actuel est le démarrage effectif de la rédaction du dossier d'élimination de l'onchocercose. Toutefois, la gestion transfrontalière et la surveillance post-traitement demeurent importantes, voire vitales, pour l'élimination de l'onchocercose dans nos pays respectifs. Je voudrais, avant de terminer, renouveler, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, au nom du directeur général de la santé publique, au nom du directeur de la lutte contre la maladie, renouveler encore une fois tous nos vifs remerciements à tous les partenaires qui ont contribué à obtenir ces excellents résultats pour le Sénégal. Nous osons croire que cette collaboration va continuer pour permettre au Sénégal d'atteindre le dernier kilomètre bien avant l'échéance 2030. Je vous remercie de votre aimable attention.
OK, merci beaucoup. Nous venons tous de suivre la présentation enregistrée du Dr Ngayo Sy, coordonnateur du programme onchocercose et filariose lymphatique au Sénégal. Et Ngayo nous a amené dans sa présentation enregistrée aux activités mises en œuvre. Il a brossé les activités mises en œuvre depuis le lancement du programme jusqu'à ce jour. Et à la dernière dia de sa présentation, il a insisté sur l'appui que le Sénégal a bénéficié. L'appui qui a commencé depuis les temps anciens de l'OCP, APOC et OMS, ESPEN en ce jour. Et il a aussi mentionné l'appui technique et financier reçu des différents partenaires techniques et financiers, reçu des différents bailleurs, tels que l'USAID, le programme de donation de Mectisan, Endfund, FHI 360, RTI. Donc, pour réaliser ce qui a été présenté, ce n'était pas l'œuvre d'une seule personne. Et vous comprendrez tous avec moi que nous avons beaucoup de partenaires. Mais pour besoin de temps, nous avons pu épingler seulement 3. Et je voudrais en passant dire un grand merci à tous les anciens des OCP et d'APOC que j'ai vus dans la plateforme. Dr André Bakima, Daniel Boitier, Tom Ounash, Tom Lago, Dr Uche et d'autres membres du comité technique consultatif des APOC qui avaient appuyé le Sénégal dans sa marche vers la lutte et l'élimination de l'onco. Sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de notre webinaire qui va se focaliser essentiellement sur quelques mots de 3 partenaires techniques et financiers. Nous avons pour les besoins de la cause Dr Mao Fall de Artian Vision, nous avons Dr Achille Kaboré de l'USAID Act to End NTDs, FHI 360 et professeur Daniel Boitier de Endfund. Je m'en vais donner la parole au docteur Daniel Boitier pour quelques mots, car il représente Endfund. Daniel. Good morning, good afternoon, good evening to all the participants of this important webinar. And congratulations to Senegal for the successes achieved so far. I was asked by the organizers to share experience on the progress and success achieved in Senegal. And my experience on the process and the successes that have been achieved in Senegal is based on the following, which I think if undertaken in most of the other countries will also help in bringing onchocerciasis elimination in Africa in line with what is expected in the 2030 roadmap. And these are dedicated program leadership. And so it's important that we have a strong program leadership in the countries. And also, one of the things that I think is very important is understanding by the partners and donors that they are not in the country to replace the program, but are in the country to provide support, financial and technical support to the country program. This helps in empowering the country program team to lead their activities towards elimination of onchocerciasis. It also helps them to trust and have respect between the two sides. And so the power play is minimized, where you don't have the country program feeling that they have to depend on the financial support
and therefore don't have any voice. There is also the need for a strong technical support to the country, and increased and improved laboratory capacity. And finally, in following the WHO guidelines, we should always be mindful of the differences or the specificities of challenges in specific countries. To give an example, in Senegal, you do realize that Senegal started with vector control in some parts and then went on to do treatment with ivermectin. And yet, if we look at the 2016 guideline, basically vector control components are missing. And so in Senegal, what we realized was it was important for Senegal to bring into play the fact that they also had some vector control activities done. It will be the situation in Mali, in Guinea, in Niger, in Burkina Faso, in Ghana, in all the former OCP countries. And so this is what should be taken into consideration in following WHO guidelines. The other thing that was asked was to find out what are the remaining challenges that Senegal program will be facing. And this was well mentioned by the program manager. The cross-border challenges of both human and vector migrations, particularly as it pertains to mass migration due to gold mining activities in the endemic onchocerciasis area. And therefore, there are situations where indigenous population has even been overtaken by populations coming from outside the area. And not only in the country, but people coming outside as far as from Ghana and from other places where ongoing transmission might be taking place. And so this is a challenge that has to be taken into account. There is also the need to understand the vector invasion or recolonization of newly created breeding sites, because in some places, I just got a message that I was in the dark. In some places, you do find out that there's a lot of new breeding sites that are going to be created because of development and also because of the illegal mining that sometimes takes place. And so these are challenges that I think the program will have to contend with in moving towards elimination of transmission. What could be the approaches and recommendations to address these challenges? And to me, it's important that the country has a robust surveillance system that could be embedded within the country's surveillance system. This will then make it easier for continuation of surveillance activities post elimination verification. And this will also make it possible for country ownership and moving forward. However, this has to take into consideration an understanding of the transmission dynamics of onchocerciasis for the particular country, for Senegal as an example, because there might be a period of reinvasion of flies into Senegal. And if the surveillance system does not take into consideration a period of reinvasion in developing their entomological surveillance system, you might miss the flies that will be coming with the wind, and which most of the time could be older flies and therefore may be carrying infections if they are coming from an area where there is onchocerciasis transmission ongoing. And so I think that this has to be taken into consideration, and in doing so, it should be possible for Senegal to maintain the achievement that it has made and move on to elimination of transmission, and therefore move on to the dossier development, which has been mentioned, but which I think with Niger
having his dossier prepared, there is now an example that can be followed up by Senegal when they get to that stage for verification. Thank you. Thank you so much, Daniel, for sharing your thoughts on key drivers of these successes, achievement, challenges, and action needed for surveillance and post-treatment activities. Without further delay, I'm going to pass the baton, the floor to Achille Kabore, representing USAID Act2N NTD/FHI 360. Achille, you do have the floor. OK. Merci. J'espère que vous m'entendez très bien. Alors, à la suite de l'intervention de ENFON et surtout l'excellente présentation du coordinateur du programme ONCO du Sénégal, je m'en vais présenter un peu les perspectives et les activités qui sont menées par ou qui ont été menées par les partenaires du Sénégal en appui au programme ONCO-SECAF. Alors, il faut souligner que le programme Act2N NTD West est un programme qui fait suite à d'autres partenaires, d'autres projets qui ont soutenu le Sénégal. Diapo. Il faut aussi reconnaître que l'USAID a commencé à appuyer le Sénégal depuis les temps de l'OCP et de APOC, et cela a été souligné par le coordonnateur national. Et cet appui a été aussi reconnu comme ayant été essentiel dans le processus de contrôle et d'élimination. L'USAID continue d'accompagner le Sénégal dans ce processus de contrôle et d'élimination avec Envision et depuis 2019 avec le programme Act2N NTD West qui est piloté par FHI 360. Il faut aussi ajouter que FHI 360, par l'entremise de CDC, accompagne des activités de formation et d'amélioration de la qualité depuis plus d'1 an, par l'acquisition d'un projet qui vise à s'assurer que ces activités constituent un palier important dans le contrôle et l'élimination de l'onchocercose au Sénégal. L'appui des partenaires est crucial pour accompagner le programme national dans cette période charnière où le Sénégal a maintenant arrêté le traitement de l'onchocercose et vise maintenant l'interruption et même voire l'élimination de la transmission pour aller au dossier de vérification de l'élimination de l'onchocercose. Diapo. Alors, je vais passer la parole à mon collègue docteur Mao du Sénégal, qui va nous parler un peu de la période Envision 2012-2019. Merci beaucoup, Dr Achille Kabore, et belle présentation du Dr Ngayo. Donc, je suis le Dr Mao Fall, je travaille à RTI International. Je suis présentement le directeur projet USAID Act East, donc je suis présentement basé à Maputo, Mozambique. Et j'ai occupé cette même position au Sénégal de 2013 à 2019. Et c'est un plaisir pour moi de partager, de retracer un peu la contribution en fait du projet Envision durant cette période. Donc j'ai commencé en fait la contribution un peu avec cette photo, je pense qu'elle est assez illustrative. Il s'agissait, Dr Ngayo, si vous vous rappelez bien, de la première réunion du comité des experts nationaux et internationaux. On peut voir l'USAID Washington qui est présente, on peut voir le Dr Remes qui était à l'époque la directrice de la lutte contre la maladie, qui est présentement le ministre de la Santé. On peut voir nos amis et collègues des pays transfrontaliers, les médecins-chefs de région, de Kédougou, de Tambacounda et tous les collègues du ministère de la Santé. Slide, s'il vous plaît. Donc, je pense que sur les éléments techniques, je ne reviendrai pas trop dessus. Je pense que Dr Ngayo a bien cerné les éléments techniques au cours de sa présentation, juste retracer un peu certaines contributions au cours de cette période. Donc, comme je le disais, il y a eu la première réunion du comité des experts
qui s'est tenu en 2017, notamment au mois de février. Et une des fortes recommandations, c'était la mise en place d'un comité. Et je pense que ceci a été fait. Donc, il y a un document qui est formel, qui est officiel. Donc, je pense que ça a été un très bon résultat. La deuxième chose, donc, c'est la mise en place de ce comité. Donc, je l'ai dit. Comme contribution également, on peut dire un renforcement de capacité à tous les niveaux, donc du niveau central jusqu'au niveau communautaire, où nous avons eu à revoir les modules et à également revoir les stratégies de lutte contre l'onchocercose. Donc, avant de préparer évidemment les campagnes, mais aussi en dehors des campagnes de distribution de l'ivermectine pour la lutte contre l'onchocercose. Slide. Donc, Dr Ngayo l'a dit dans sa présentation, donc nous avons eu à également collaborer au niveau de deux évaluations, donc une en 2014 et une en 2015. Je pense que les résultats ont été partagés. Donc, la première évaluation, c'était au niveau des 3 districts de la région de Kédougou, donc Saraya, Kédougou. Un des challenges, je peux dire, a été la collecte des données. Je pense que grâce à les coordinateurs, donc nous avons eu à travailler avec l'équipe du Dr Ngayo et les différentes coordinateurs, les rapports, les protocoles, et nous avons essayé de les archiver. Donc, je pense que ça a été quand même je terminerai par la participation au niveau des villages endémiques, au niveau des régions de Kédougou, de Kampong et Kolda. En général, les couvertures étaient assez satisfaisantes. Donc, en gros, voilà les quelques contributions que je voulais partager avec vous. Et Dr Rachil Kaboré, merci beaucoup. Diapo. Merci, Dr Mao. À la suite de Envision, FHI 360 a pris le relais avec le programme Act West, qui a commencé en 2018 globalement, mais plus au Sénégal en 2019 et qui est toujours en vigueur jusqu'à présent. Diapo. Alors, en ce qui concerne les traitements de masse, il faut souligner que depuis 2019, le traitement de masse est réalisé avec le soutien financier de N-Fond dans 7 districts sanitaires endémiques à l'onco sur les 8. Et l'USAID, par l'entremise de FHI 360 avec le projet Act2N West, finance le traitement de masse dans un des districts sanitaires sur les 8. C'est le district de Vélingara dans la région de Kolda. Le programme se vise aussi à accompagner le processus d'élimination, surtout en faisant de telle sorte que le pays atteigne des couvertures fixées par l'OMS, en l'occurrence des couvertures de plus de 80% et plus. Nous avons aussi contribué à cette réunion des experts qui a permis d'arrêter le traitement de masse pour l'onchocercose en 2023. Diapo. Alors, FHI 360 a aussi appuyé l'organisation de la réunion du comité des experts nationaux et internationaux de l'onchocercose en 2021. À cette réunion, il y a eu la participation de l'excellence, le ministre de la Santé, de l'OMS, du directeur de la lutte contre la maladie, des représentants des pays voisins, le Mali, la Guinée-Bissau, et les médecins-chefs des régions de Kolda, Tambacounda et Kédougou étaient présents. Il y a aussi, il faut souligner, l'appui des experts nationaux et internationaux. Diapo. Il faut souligner que le programme Act2N West, par l'entremise de FHI 360,
a appuyé la collecte des données pour en faire un répertoire. Donc, il y a eu un recueil, une compilation et une revue, et l'analyse des données historiques de l'ONCO avec l'appui d'un consultant. Et aussi, il y a eu le suivi, la validation de ce rapport par le programme. Donc, ce travail a permis de capitaliser les données historiques et de développer ce répertoire qui comprend les traitements, la lutte antivectorielle, les évaluations épidémiologiques et les évaluations entomologiques. Diapo. Alors, FHI 360 avec le programme Act2N NTD West profite de son avantage d'être présent dans les pays voisins pour appuyer les concertations interpays, surtout lors des réunions des comités d'experts de l'ONCO organisées non seulement au Sénégal, mais aussi dans les autres pays, dans les pays voisins. Ce programme encourage et facilite le partage d'informations en appuyant la participation du Sénégal aux réunions. Et la dernière réunion de la Guinée a vu la présence effective du Sénégal en Guinée, lors de la réunion du comité des experts en Guinée. Nous prévoyons de continuer dans cette lancée à appuyer ces concertations transfrontalières avec une réunion qui sera organisée à Accra, où il y aura certainement la présence des pays voisins du Sénégal, et cela va permettre justement de consolider les acquis et aussi de dégager des pistes de collaboration en vue de renforcer la collaboration transfrontalière. Diapo. Alors, en termes de perspective, le docteur Ngayo a précisé qu'il y avait des défis. Les défis, c'est dans cette phase d'arrêt de traitement, d'aller vers la surveillance de l'onchocercose. Et nous prévoyons d'appuyer l'élaboration d'un plan d'élimination et surtout de surveillance de l'onchocercose, d'appuyer l'élaboration du dossier d'élimination de l'onco, parce que c'est un des grands défis à l'heure actuelle, et nous allons nous inspirer de l'expérience du Niger pour appuyer le Sénégal dans ce sens. Nous prévoyons de mettre en place un tracker, c'est un outil de suivi programmatique comprenant les données historiques et récentes, les enquêtes épidémiologiques, entomologiques et les interventions par zone. Cela va permettre d'avoir une visibilité claire, nette de tout ce qui a été fait et va accompagner le processus d'élaboration du dossier d'élimination de l'onchocercose. Nous allons aussi continuer à faire l'appui des enquêtes ciblées de surveillance épidémiologique en marge de l'intégration des activités de filariose lymphatique sous le financement CDC. Et cela est une activité phare pour mener en fait cette surveillance épidémiologique au Sénégal. Nous allons continuer à soutenir et accompagner techniquement et financièrement les réunions des comités d'élimination de l'onchocercose. Enfin, nous allons toujours essayer de créer les conditions d'un partage de données et d'une collaboration effective et fructueuse pour la collaboration transfrontalière avec les pays voisins du Sénégal. Alors, je voulais remercier tous les partenaires aussi qui ont contribué ensemble et qui continuent d'élaborer de mettre en concertation tous les efforts pour que le Sénégal puisse atteindre effectivement la vérification de l'élimination de l'onchocercose. Je vous remercie. OK, merci beaucoup Achille et merci beaucoup Mao. Nous voyons que non seulement vous avez brossé ce que vous avez apporté au Sénégal, mais vous êtes allé même au-delà de ce que vous comptez faire dans les mois, dans les semaines et dans les années qui viennent. Sans plus tarder, nous allons passer à la prochaine étape de notre webinaire. Il nous reste pratiquement 10 minutes pour pouvoir ouvrir le micro pour la session de discussion. Je vais demander pratiquement aux intervenants qui viennent après d'aller droit au but. Le Sénégal est entouré de 3 pays. Nous avons le Mali, nous avons la Guinée et nous avons la Guinée-Bissau. Je vais d'abord donner la parole au docteur Diallo de la Guinée, qui va aborder les conflits transfrontaliers et ce que la Guinée est en train d'entrevoir. Donc, Diallo, vous avez la parole
Je vous donne 3, maximum 4 minutes. Votre micro est fermé, Diallo. Diallo, votre micro est fermé. OK. Bien. Bonjour, docteur Didier. Bonjour à tous et félicitations au Sénégal pour cette brillante présentation et pour les résultats qui ont été atteints. J'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement bien. Allô? Nous vous entendons parfaitement bien. Bien. J'avais, par rapport à cette présentation du Sénégal, prévu juste 2 diapositives pour montrer la problématique transfrontalière, parce que nos préoccupations, c'est surtout ce qui se passe au niveau des frontières entre le Sénégal et la Guinée pour ce webinaire qui nous concerne aujourd'hui, puisque nous sommes entourés d'autres pays, mais dont nous parlerons de cela au cours d'autres occasions. Je ne sais pas si Nadia a... Voilà. Alors, cette diapo, si vous la voyez, c'est pour vous montrer que au niveau des fleuves que nous partageons avec le Sénégal, notamment la rivière Falémé, qui est la frontière également entre le Sénégal et le Mali, comme vous le voyez. Et dans le pré-contrôle, vous voyez la situation qui se présente là. Et aussi au niveau de la Gambie, au sud du Sénégal, par rapport au nord de la Guinée. Donc, la problématique se situe à ce niveau. Le Sénégal a obtenu de bons résultats, peut-être parce qu'il y a eu des interventions énergiques, mais peut-être aussi parce qu'il y a eu changement climatique. À ce niveau-là, comme l'a dit le docteur Ngayo, le développement du vecteur n'est pas assez favorable à cause de ce changement qui est intervenu dans ce pays. Mais il y a lieu de voir du côté de la Guinée qu'est-ce qui se passe. Diapos. D'accord. Ici, cette région du Sénégal, comme vous le voyez, qui est la région endémique en rouge, correspond au nord-ouest de la Guinée. Diapos, cliquez s'il vous plaît. Cliquez. Cette partie de la Guinée qui doit préoccuper particulièrement et le Sénégal et tous les partenaires qui accompagnent le Sénégal et la Guinée. Cliquez. Donc, c'est ce que tout dernièrement, au cours de la réunion du comité des experts, qui s'est tenue au mois de février à Conakry, nous avons identifié les zones de transmission opérationnelle. Et la zone qui intéresse particulièrement le Sénégal est donc cette zone de transmission opérationnelle au nord de la Guinée qui correspond donc au sud du Sénégal. La question que je voudrais poser à notre ami le docteur Ngayo, qu'ils ont prévu faire une évaluation entomologique annuelle, mais est-ce que ce ne serait pas utile avec les partenaires d'envisager une étude de la dynamique des vecteurs dans cette zone, c'est-à-dire les vecteurs qui potentiellement pourraient venir du sud de la Guinée vers le Sénégal, de la Guinée vers le sud du Sénégal, et voir s'il n'y a pas cette migration qui pourrait affecter cette zone que vous avez pu libérer de l'onchocercose. Donc, c'est une proposition que nous faisons à tous nos partenaires de nous appuyer pour que nous puissions faire une étude synchronisée. En même temps que nous faisons du côté de la Guinée, le Sénégal puisse le faire aussi de son côté, si c'est du point de vue entomologique. Mais également de connaissant la migration forte des populations guinéennes vers le Sénégal, et sachant que la situation au niveau de Koundara, donc sur la Tominée, le bassin du sud du Sénégal là-bas, mais au nord de la Guinée, la migration est très forte. Donc, je pense que nous devrons faire également
des études synchronisées au niveau humain, donc du point de vue épidémiologique. Et maintenant, la question que je voudrais poser au Dr Ngayo, si j'ai bien compris, il compte juste faire la surveillance entomologique en post-traitement, mais à quel rythme ils peuvent le faire sur le plan épidémiologique, ou bien il n'est pas du tout prévu à leur niveau des études épidémiologiques, c'est-à-dire des enquêtes épidémiologiques. Diapo. Voilà, donc par rapport à cela, ce que nous envisageons, c'est qu'il faudrait réaliser les enquêtes pour déterminer l'état actuel de la maladie au niveau de chaque zone de transmission par rapport à la Guinée. Nous souhaitons surtout synchroniser la réalisation de ces enquêtes avec le Sénégal. Mais nous poursuivrons le traitement à l'ivermectine dans la partie de cette zone de transmission. Mais pour cela, nous faisons face à des défis majeurs qui sont la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation de ces enquêtes et la formation des techniciens entomologiques. Voilà un peu, docteur Didier, ce que je pouvais dire sur cette présentation du Sénégal et qu'est-ce que la Guinée envisage de son côté. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, docteur Diallo. Il est actuellement 15h11. Nous devrions commencer notre session sur la discussion. Il est 15h11, pardon. Nous devions commencer la session sur les discussions à 15h15. Donc, avec déjà ces petits retards que nous accusons, nous ne saurons pas avoir les deux présentations, à savoir celle de la Guinée-Bissau et celle du Mali. Donc, je vais donner seulement la parole à Dr Sangaré. Sangaré, vous avez 4 minutes, à la limite 5 minutes, pour présenter le 3 dias que vous avez sur les aspects transfrontaliers avec le Sénégal. Désolé pour nos collègues de la Guinée-Bissau. Vous avez la parole, Sangaré. Est-ce que votre micro est ouvert ou bien il est fermé? Sangaré, votre micro n'est pas ouvert. Malheureusement, nous ne serons pas freinés avec le Mali. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, allô? OK, il vous reste 3 minutes. Oui, merci Didier. Donc, je ne veux pas plus tarder, je remercie quand même le Sénégal pour le progrès réalisé. Donc, en ce qui concerne la situation transfrontalière, je vais essayer de parler de ça. Diapo. Oui, bon, le Mali fait frontière avec la Guinée et le Sénégal. Et la situation transfrontalière aujourd'hui, vous voyez qu'après les enquêtes et pré-stop, et dans toutes les zones de transmission du Mali, nous avons une seule zone où aujourd'hui, avec la frontière du Sénégal et du Niger, on a le problème qui est la zone K05, qui fait frontière à travers des districts du Mali, et le district de Sakabari et le district de Kenyeba, où vraiment la situation n'est pas propice avec le Sénégal et la Guinée. Diapo. C'est la zone rouge, donc vous voyez. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas eu de collaboration transfrontalière formalisée, c'est-à-dire qu'il y a un document qui a une situation. Mais déjà, depuis longtemps, depuis 2009 jusqu'à maintenant, lors des rencontres, on parle de cette collaboration entre le Mali et le Sénégal, mais rien n'est matérialisé. Donc, et vous savez que la zone rouge dont je vous ai présenté, c'est une zone où c'est une zone spécifique pour le Mali et la Guinée, c'est-à-dire nous avons une mobilité des populations dans ces pays-là. Ces populations sont confondues. Souvent, on ne connaît pas qui est du Mali, qui est du Sénégal, qui est du... Parce qu'il y a un lien de parenté dans cette zone qui fait qu'il y a un grand... De plus, c'est une zone aurifère par excellence.
Qui dit aurifère, ça veut dire que l'engouement de toutes les personnes venant de toutes nationalités qui migrent dans cette zone où vraiment la situation, la maîtrise de la migration populationnelle est un problème au niveau de cette zone. Diapo. Donc, dans ce sens, nous avons réfléchi à notre niveau dans cette collaboration transfrontalière. Vraiment, la première des choses, vraiment, il faut que nous devons faire une cartographie des districts sanitaires et de santé. C'est très important. Quand nous connaissons les districts se connaissent, c'est ce qui va nous permettre à s'appuyer à notre plan de surveillance, mettre en place un mécanisme de surveillance transfrontalière. Ce mécanisme de surveillance transfrontalière ne peut être correct tant que nous n'avons pas une maîtrise de la cartographie de la zone. Et en ce sens, pour améliorer cette situation transfrontalière, il faut qu'on organise des rencontres transfrontalières pour échanger et même au plus mettre des actions, des activités communes ensemble pour la réalisation de ces activités qu'on fait ensemble pour que tous, ensemble, au même temps, la population sera ouverte pour la même période. Voilà, c'est un grand livre que nous faisons. Mais le défi de tout ça, de cette collaboration transfrontalière, ça sera la synchronisation des activités si nous voulons mettre en place et ça sera bloqué aussi à un problème de financement de ces activités. Voilà, en grosso modo, le souci qui est au niveau de nous pour la gestion transfrontalière et que le Mali même est en train de préparer un document que nous allons soumettre aux autres pays pour compléter, pour qu'on puisse avoir un document commun entre les trois pays. Merci vraiment, Didier. Ce que je voulais donner en fonction de la question. OK. Merci beaucoup, Dr Sangaré. Chers participants, nous allons passer à l'avant-dernière étape de notre webinaire qui va se focaliser essentiellement sur les discussions. Faute de temps, nous ne pouvons pas donner la parole à nos collègues de la Guinée-Bissau et nous sommes désolés pour cela. Mais si jamais vous avez besoin d'informations pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de la Guinée, nous allons partager la présentation avec vous. Donc, le micro est ouvert. Si vous avez une question à poser, veuillez lever votre main. Nous allons vous donner la parole pour la poser. Mais en posant la question, soyez précis et concis. 1 minute. Si vous avez aussi la possibilité de saisir, de taper votre question dans l'espace chat, faites-le et les concernés vont devoir vous répondre. Donc, nous ouvrons le plateau, le micro pour des questions et mes amis vont m'aider, le panéliste, pour m'aider à enregistrer toutes les questions qui sont posées. So the floor is open. Should you have any questions, please feel free to raise your hands and we'll give you the floor. And when asking your question, be straightforward, 1 minute maximum. OK, je suis en train de voir qui prend la parole, qui se jette dans l'eau pour prendre la parole. Question. OK, Papiqué, vous avez la parole, 1 minute. Papiqué. Oui, bonjour. 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 Allez-y, Papiqué. J'ai entendu dire que le Guinée ne peut pas présenter. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème de temps. Nous sommes désolés, malheureusement. Nous devons respecter le temps. Malheureusement, nous devons respecter le temps. Je suis vraiment... Merci. Oh, merci. Ce n'est pas que je vous en veux, mais je dois être juste avec tout le monde. Nous nous sommes dit qu'on finit à 15h30. Il est déjà 15h19. Ok. Eu sei que Didi é amigo da Guiné-Bissau. Ele gosta muito da Guiné-Bissau. Question, s'il vous plaît. Apparemment, tout est clair. Et il n'y a pas de question. Apparemment, il n'y a pas de question.
Moi, je vais poser la question. OK. Diallo, allez-y. Oui, Didier, on s'entend parfois faiblement, ça va, ça vient, mais bon, j'espère que vous m'entendez. Très bien. OK, la question que je voudrais poser, c'est à tout le monde, y compris les participants, je veux dire les partenaires et les 3 pays que je veux citer, c'est-à-dire le Mali, la Guinée, le Sénégal notamment, et la Guinée-Bissau. Alors, est-ce qu'il est possible qu'on puisse organiser une réunion extraordinaire avec l'appui de l'OMS pour pouvoir aller dans le sens de la proposition du Mali et que j'accepte, c'est-à-dire aller au détail des districts, aller par aire de santé avec les villages sentinelles sur carte pour pouvoir identifier les risques vraiment de transmission transfrontalier et avoir un plan d'action. Au lieu de faire des rencontres bilatérales uniquement, c'est-à-dire Guinée-Sénégal d'un côté, Guinée-Mali de l'autre, etc. Merci. OK. Donc, vous demandez si on peut avoir une réunion transfrontalière avec tous les 3 pays de la région, à savoir le Sénégal, la Guinée et le Mali, ainsi que, bon, puisque vous partagez cette frontière, ainsi que la Guinée-Bissau. Oui, c'est possible. Mais le risque, il est là, parce que si de l'autre côté, chez eux, c'est clean, vous savez la situation qui se passe chez vous, et vous avez affaire aux communautés qui migrent de la Guinée vers le Sénégal, du Sénégal vers la Guinée, de la Guinée vers, du Sénégal vers le Mali, du Mali vers le Sénégal, et la Guinée-Bissau est à l'intérieur du Sénégal. Il y a des communautés qui migrent, donc le risque peut toujours être là. Donc, c'est pris en compte. Nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont dans la salle virtuelle et c'est question de pouvoir s'organiser quand avoir cette réunion-là. Quel sera le thème? Quels seront les sujets à aborder? Donc, c'est une initiative qui est la bienvenue et au temps opportun, on verra comment l'organiser. Mais il y a eu déjà des réunions, comme présentées par Ngayo, dans le passé. Donc, nous avons pris bonne note. Daniel Waché. Yes, it's to respond to the question by Diallo in terms of the cross-border collaboration. As was mentioned, the End Fund organized this meeting where we even had the Director of Medical Services from the countries be present because we wanted it to have not only the program managers, but higher up in the administration, the health administration, because of cross-border issue, you need to have the political buy-in of the different countries. And so this has been organized, and as Didier mentioned and Ngayo also mentioned, it's been done on 2 occasions specifically dedicated to cross-border issues. Recently, Senegal also came up with a plan that they felt needed to be undertaken, similar to what Diallo is suggesting. And we are also in tune with Mali and Senegal, as well as even in Guinea as well, to try and find out what would be the best approach. Instead of probably just meeting and meeting, I think now we are up to the point of having direct or sort of things, workable plans that can be discussed at these meetings. Otherwise, it will be another talk show. And so this is what I can say, that once it's organized and well-planned, the End Fund is prepared to support this activity together with the other partners. I can't speak for the other partners, but I can speak for the End Fund, that the End Fund is ready to support these activities, including not only Senegal, Guinea, but also Guinea-Bissau, and even Cote d'Ivoire, because Cote d'Ivoire also shares borders with Mali. And so and then even Burkina Faso. So the first meeting had all these countries. And so I think it's something that can be supported. Thank you. Thank you so much, Daniel, for the comments. I'm going to give the floor to Dr. Uche. Dr. Uche Amazigo, you do have the floor.
Meanwhile, Dr. Ngayo, il y a des questions qui sont posées dans le chat sur la surveillance, quelle analyse vous avez faite. Veuillez prendre note et je vais vous donner la parole après Achille pour que vous puissiez répondre à ces questions. Dr. Uche. Dr. Uche, are you still there? Oh, you lowered your hand. OK. OK. Dr. Ngayo, il y a des questions qui sont posées dans le chat. Je ne sais pas si vous les avez vues. Nous avons une question de Achille Nikema. Nous avons une question de Mario. Nous avons une question de Landislas. Et il y a un commentaire de Dr. André Yebakima que je salue en passant. Je vois aussi que Dr. Oye, des Site Servers, a posé une question. Donc, vous avez toutes ces questions-là dans le floor. Rapidement, Achille Kaboré, je vous donne la parole pendant que Ngayo se prépare à répondre à ces questions. Achille, vous avez la parole. OK, merci Didier. C'est pour un peu rejoindre le professeur Daniel. C'est pour dire que pour Act West, nous continuons à appuyer cette collaboration transfrontalière. Et notre stratégie, c'est de s'assurer qu'effectivement, les recommandations de ces réunions sont mises en œuvre. Parce que c'est ça le problème. On peut avoir plusieurs réunions, mais il n'y a pas d'action en bout de piste. C'est ça qui est le problème. Et donc, nous pensons qu'il faut effectivement avoir non seulement un plan, mais un suivi de ces plans. Nous voyons ça en deux temps. Non seulement au niveau des décideurs politiques, au niveau des programmes, des gestionnaires de programmes, mais aussi au niveau des districts transfrontaliers. Et nous pensons que souvent, non seulement il faut avoir cette réunion entre États à un niveau régional ou central, mais les réunions aussi doivent aussi se focaliser sur se faire au niveau de ces districts-là, pour que les districts qui sont voisins puissent collaborer, puissent avoir des informations, échanger. Et je pense que ça va être très utile pour la collaboration transfrontalière. Nous pensons aussi que ces réunions régionales où on peut avoir tous les pays ensemble, par exemple, on pourra discuter de comment effectivement aller à l'action. Non seulement la recommandation, mais le suivi de ces recommandations sur le terrain. Comment cela se fait faire pour qu'il y ait une synergie d'action et le programme Act West est toujours disposé à appuyer ce genre d'initiative. Merci. Merci beaucoup, Dr. Achille. Dr. Ngayo, vous avez la parole pour 3 minutes maximum avant de dire les derniers mots pour répondre aux questions qui sont posées. Merci beaucoup pour cette aimable attention. Et, je voudrais en tout cas, vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement et vous entrez déjà dans votre temps. Nous sommes restés avec 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. C'est que lui, il ne nous entend pas. OK. Lui ne nous entend pas. Ngayo, vous ne nous entendez pas. Je vais quand même répondre. Oui, oui, allez-y. Vous avez la parole. Allez-y, Ngayo. Alors, je disais que nous nous réjouissons de l'organisation de ce webinaire. Réitérons nos remerciements à GON, à tous les partenaires qui ont participé et à tous les participants. Et je pense ce qu'il faudra retenir, c'est que nous sommes tous d'accord que le statut de l'oncocercose n'est pas pareil dans tous les pays frontaliers. Et par conséquent, nous devons en tenir compte. Nous avions déjà reçu des recommandations du comité d'experts en octobre. Nous allons, par rapport aux appréciations des pays amis et voisins, à travers le programme oncocercose, voir ensemble comment nous pouvions gérer d'une manière pragmatique la situation de part et d'autre de nos pays. Je pense que ce qui est important, c'est, en tout cas pour le Sénégal, c'est maintenir les acquis par rapport à la situation de l'oncocercose. Je voudrais également réitérer
en tout cas, tous nos remerciements au nom de l'autorité ministérielle, tous les partenaires qui nous ont accompagnés jusque-là. Et c'est aujourd'hui, encore une fois, plus que jamais, que nous avons besoin d'eux pour aller résolument vers l'élimination. Et le gros challenge, c'est à travers les observations des pays, nous constatons que nous ne sommes pas au même niveau. Et puisque l'ennemi, entre guillemets, c'est le vecteur, les mouches, eux, ils ne connaissent pas de frontières. Et je voudrais lancer un appel solennel aux consultants, aux membres du comité d'experts nationaux et internationaux, des DOJA, en connaissance de cause, la situation, j'allais dire le statut de chaque pays, de nous proposer de manière pragmatique quelles sont les procédures à faire. Au moment où certains pays, comme le Sénégal, ont arrêté les dispositions de masse, d'autres continuent de le faire. Comment nous devions, par rapport à cela, aller dans l'avant dans les prochaines étapes, comme consultant pour le Sénégal, surveiller la frontière, mais en synergie avec les autres pays. C'est ce mot, en tout cas, je voudrais dire par rapport et féliciter Dr. Didier pour le management de la réunion. Mais permettez-moi, au président, de féliciter particulièrement Mme Nadia, qui n'a ménagé aucun effort depuis très longtemps pour que nous puissions, en tout cas, organiser cette rencontre. Le temps ne nous permet pas de tout dire, mais j'ose espérer. Les rencontres seront pragmatiques cette fois-ci pour que nous permettent d'aller de l'avant. Merci à tous. OK, merci beaucoup, Ngayo, pour ces mots de la fin. Il y a eu des questions qui ont été posées. Avec votre autorisation, rapidement, Dr. Yebakima, oui, il faudrait avoir des activités transfrontalières simultanées et coordonnées. Dr. Amadzigo, yes, there's a plan to build capacity, and as mentioned by Achille Kabore and Daniel. And with regard to the question on processing of samples, Nikema, oui, ils sont en train d'analyser les échantillons. Il y a eu des échantillons qui ont été analysés à Ouaga et qui ont été analysés. Oui, nous, comme dans le passé, nous avisons donc d'envoyer tous les échantillons, en tout cas mouches, au laboratoire de Ouaga, SPN de Ouaga, pour nous permettre de traiter la PCR sur les mouches de Hawaï. Donc, nous continuons dans cette collaboration, tout en espérant aussi dans les prochaines étapes, comme on l'a souvent dit, dans le réseau nous permettra à chaque pays pouvoir avoir des transferts de technologies, notamment la PCR, pour pouvoir faire ces analyses in situ dans le moyen terme. Mais pour le moment, les mouches seront envoyées au laboratoire de laboratoire pour les analyses par la PCR. OK, merci beaucoup. Donc, chers participants, c'était un plaisir. Nous sommes au-delà du temps prévu de 3 minutes exactement. Désolé pour ces dépassements de temps. Vous comprendrez, c'est dû à certaines caprices de la technologie. Nous sommes très contents de vous voir très nombreux à ce webinaire. Et par ces paroles, je m'en vais clôturer cette réunion. Si vous avez des questions à poser additionnelles, veuillez les envoyer à Nadia. Nadia partagera avec nous et nous allons vous donner les éléments de réponse. Une fois de plus, grand merci. Bon après-midi et bonne soirée les uns et les autres. Merci.